We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. La traçabilité permet de savoir quand, où, comment et par qui un produit a été fabriqué. Il s'agit d'un enjeu de transparence désormais imposé par la loi, auquel les marques ne peuvent plus se soustraire. Examiner sa chaîne d'approvisionnement permet bien sûr d'entrer en conformité avec les textes en vigueur, mais les bénéfices sont en réalité multiples, de l'amélioration franche de l'image de marque à celle du recrutement et de la fidélisation des talents, sans compter la confiance grandissante des clients finaux. Oui, mais voilà, l'exercice de traçabilité est par excellence celui qui illustre que la RSE est une course de fond inscrite dans le temps long. Heureusement, pour que sa mise en œuvre soit simplifiée et son usage automatisé et industrialisable, des entrepreneurs de la tech à impact sont sur le pont, pointus et passionnés, comme c'est le cas pour Trace for Good, une start-up française qui propose une plateforme de traçabilité et de gestion des données RSE pour les marques et les fournisseurs de l'industrie retail. La data au service du bien commun, c'est la mission de Léa Gillet, cofondatrice et présidente de Trace for Good. Place à elle. Bonne écoute! Bonjour Léa. Bonjour Victoire. Bienvenue dans ce studio pour cette première d'Onward Fashion avec une captation caméra. Je suis hyper contente de te recevoir pour aborder un sujet épineux, celui de la traçabilité dans la mode, qui est un sujet on ne peut plus d'actualité et qui va s'installer dans le temps, de plus en plus prégnant et qui est assez impressionnant à aborder, qu'on va essayer de simplifier dans un exercice aujourd'hui de grand pitch pour présenter ton entreprise qui s'appelle Trace for Good. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et puis peut-être nous synthétiser ton parcours ? Oui, avec plaisir et ravie d'inaugurer ce nouveau format de podcast. Donc moi, je suis Léa Gillet, une des 2 cofondatrices de Trace for Good. En termes de parcours, donc moi j'ai une formation à la fois en école de commerce et en école d'ingénieur. Donc je pense que c'est un sujet assez intéressant, la traçabilité, parce qu'on parle de changement des pratiques et puis aussi de sujets assez tech, data et un peu scientifiques quand on parle de calcul d'impact. Et en termes de parcours, donc après ma formation, j'ai travaillé plusieurs années aux États-Unis, à San Francisco, plutôt dans la partie financement de boîtes dans la clean tech. Donc j'ai travaillé avec énormément de solutions logicielles qui gèrent de la donnée environnementale. Alors c'était plutôt en rapport avec l'énergie, mais donc aujourd'hui c'est un petit peu dans la continuité ce que je fais avec Trace for Good. Et alors, si tu devais résumer Trace for Good en une phrase, qu'est-ce que c'est l'activité ? Ouais. Donc Trace for Good, c'est un logiciel de traçabilité et gestion des données RSE qui permet aux marques et aux fournisseurs de collaborer en temps réel sur une source de données unique et standardisée. Ok, on va rentrer dans le détail de tout ça. Tu peux m'expliquer en préambule le why quelque part de l'entreprise, tu vois, la genèse, à quel moment tu décides de partir des US et puis tu as l'idée de créer cette entreprise avec Laura, ton associée ? Oui. Donc après quelques années d'expérience, je pense qu'on avait, Laura comme moi, en fait, toujours eu envie d'entreprendre et on s'est sentis prêtes avec beaucoup de chance au même moment. Laura, de son côté, elle avait bossé 3 ans en conseil en stratégie et plus particulièrement sur les sujets supply chain et transformation RSE des grands groupes. Donc au même moment, on a eu cette envie d'entreprendre et d'avoir un projet qui avait à la fois, moi dans la continuité de ce que je faisais, de l'impact au niveau environnemental, mais aussi c'était important pour toutes les 2 d'avoir un impact social. Il s'avère qu'on faisait assez attention toutes les 2 en tant que consommatrices de vêtements, enfin, comme tout le monde, à ce qu'on achetait. Et donc, on s'est dit, regardons ce qu'il y a à faire de cette industrie textile. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé sur le sujet. Et alors, ça c'est hyper cool comme
projet théorique, mais en pratique, c'est quand même un énorme morceau, puisque en parallèle, à la fois chance et contrainte, il y a une montée en puissance de la réglementation, donc vous arrivez vraiment à un momentum avec un produit qui est mature et un marché qui commence à l'être aussi. Mais tu vois, comment est-ce que tu as pris ces sujets à bras-le-corps, à savoir le législatif, et ensuite la question aussi des besoins d'une marque de mode en interne et eu égard à cette nouvelle juridiction. Tu vois, ça a été quoi votre process finalement de développement? Oui. Donc effectivement, quand on a commencé, ce qui est assez intéressant dans l'approche, c'est qu'on n'est pas parti avec une idée de produit précise pour laquelle on a cherché coûte que coûte un marché. En fait, on est parti d'une manière assez naïve en se disant on a envie de faire une différence dans ce marché et comment ça se passe à partir de maintenant. Il y avait évidemment d'un côté la pression des consommateurs pour plus de transparence, tout l'environnement législatif, que ce soit en France, au niveau de l'Union européenne et ailleurs dans le monde. Et de l'autre côté, pas mal de solutions qui commençaient à voir le jour pour tout ce qui est notation des marques comme Clear Fashion, ou même calcul d'impact, d'analyse de cycle de vie, de bilan carbone. Et en fait, en discutant avec les marques, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre toutes les données qui étaient nécessaires pour ces analyses, la communication, la mise en conformité réglementaire, et ce que les marques étaient capables de récupérer, que ce soit en interne ou même en externe auprès de leurs fournisseurs. Et c'est vraiment ce point précis qu'on a décidé d'aborder avec elles. Ok. Et donc, peut-être tu peux nous faire un récap, puisque c'est votre métier aussi, on va en parler dans le détail encore une fois, mais sur les volets réglementaires à date et à venir qui vraiment vont façonner le visage de l'industrie entre il y a quelques années maintenant et 2030. Ouais. Donc en France aujourd'hui, évidemment, ce dont on parle énormément avec les marques, parce que c'est entré en vigueur en 2023, en janvier dernier, c'est la loi AGEC, donc qui impose à tous les metteurs sur le marché de rendre public pour le consommateur au moment de l'acte d'achat une fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales du produit. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait bouger les marques aujourd'hui. Ensuite, il y a la loi climat et résilience qui va mettre en place au fil du temps, et a priori ce sera obligatoire à partir de 2025, ce qu'on appelle l'affichage environnemental, donc une sorte de Nutri-Score du textile. Ça aussi, c'est un sujet pour lequel les marques sont beaucoup en train de se préparer, de se poser pas mal de questions. Au niveau de l'Union européenne, il y a aussi pas mal de choses qui bougent. Donc, on a plusieurs directives. La CSRD sur tout ce qui est reporting extra-financier, la CSDD sur le devoir de vigilance, le règlement ESPR qui va imposer la mise en place graduelle de passeports produits digitaux. Ça, c'est des choses aussi que les marques surveillent de très près, et nous aussi, évidemment. Et puis, je pense que c'est important aussi de citer qu'il n'y a pas qu'au niveau de l'Union européenne que les choses bougent. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle l'UFLPA, qui veut dire Uyghur Forced Labor Prevention Act, et qui vise à bannir en fait du marché américain tous les produits qui pourraient qui pourraient être issus du travail forcé des Ouïghours. Donc aujourd'hui, ça représente pas mal de contrôles et des risques financiers très élevés pour les marques. Ouais, donc ça en pratique, vraiment pour bien illustrer, le UFLPA, donc c'est par exemple des contrôles aléatoires à la douane de tes produits, et c'est à la marque de faire la preuve même pas de ces allégations, mais tout simplement de l'absence de travail forcé des Ouïghours, que ce soit dans les matières premières ou la façon. Et si la marque n'est pas en mesure de le démontrer, vraiment tangiblement, c'est là où s'appliquent les amendes, c'est ça? Exactement. Enfin, on part du principe que le produit ne doit pas provenir du Xinjiang, et si c'est le cas, la marque doit être en mesure de prouver qu'il n'est pas issu du travail forcé. Donc c'est comme si par défaut on partait du principe que l'amende va être posée en gros si la marque ne peut pas prouver ce qu'elle avance. Et si tu peux expliciter un petit peu, donc CSRD, CSDDD, en pratique, donc c'est du reporting RSE qui va être obligatoire pour les marques avec différentes franges de chiffre d'affaires à différents moments. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, peut-être un peu plus dans le détail, et ensuite on va comprendre l'intrication et
le bénéfice que peut apporter ta solution, puisqu'on va voir qu'on part de quelque chose de très comptable et de très logiciel, et qu'on arrive finalement à une adéquation avec la réglementation en vigueur à travers l'émission de reporting. Donc, ouais, peut-être éclaircir ces deux points-là avant. Oui. Aujourd'hui, c'est pas extrêmement clair comment ces directives-là vont s'appliquer en termes de quelles données exactes vont être nécessaires. Mais en fait, aujourd'hui, en termes d'analyse de cycle de vie et d'impact des produits, on sait ce qui a de l'impact. C'est globalement dans quel pays ont lieu tes étapes de fabrication, est-ce que tes fournisseurs sont audités, est-ce qu'il y a des contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive sociale, est-ce que le droit des travailleurs est bien respecté. Et ça, c'est globalement des critères qui vont revenir. Ensuite, exactement quelles données vont être demandées, c'est pas tout à fait clair. On participe à pas mal de groupes de travail sur tous les sujets passeport, produit digital. Là aussi, c'est un peu compliqué parce que ça prend en compte des données pré-vente, on va dire, qui sont liées à la production et tout ce qui va être ensuite suivi de la vie du produit. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les données qui vont être nécessaires, ça va être des données qui concernent les produits, les sites de production et tout ce qui est certification des fournisseurs. Oui, c'est vrai que finalement, quel que soit l'objectif de remplir les critères de tel ou tel rapport, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance de la réglementation sur ces sujets, que quelle que soit la méthodologie de tel ou tel pays, il y a une méthodologie et que ça va être de plus en plus effectivement requis et fondé sur la data. Donc, on va voir après avec Trace for Good, mais vous avez une logique de collecte de data un peu omnicanal et omnisciente qu'ensuite tu peux réimbriquer, ressortir sous forme de reporting adéquate en fonction des objectifs demandés. Quand vous avez créé la boîte, parce que, encore une fois, donc toi, tu as vraiment ce bagage mixte, ingé et commerce, mais il y a aussi donc, du juridique, on vient de le voir. Ça a été quoi vraiment les premiers jalons de la création d'entreprise? Est-ce que tu es allé chercher d'abord justement une personne qualifiée en ingé? Est-ce que tu as bossé plutôt au sein des marques pour essayer de comprendre, détricoter leur chaîne de valeur aussi? Comment ça s'est passé? Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas parti de... Il n'y a eu aucune pensée théorique du produit. Vraiment, dès le premier jour, on a discuté avec pas mal de marques. Et on a co-construit la solution avec elles. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a travaillé dès le début avec des marques de lingerie. Il faut savoir qu'un soutien-gorge est difficilement plus complexe en termes la basket est pas mal aussi. Mais... Ouais, la chaussure aussi. Et ça nous a permis du coup de travailler avec des marques de tailles différentes qui faisaient des produits de types différents. Donc certains, comme je viens de le dire, assez complexes. Et des marques aussi qui avaient des relations à leur parc fournisseur différentes. Et donc, dès le début, on a pris en compte des besoins métiers génériques, mais avec quand même une bonne vision des spécificités de chaque métier, chaque type d'entreprise. Et ça nous a permis d'aller assez vite avec quelque chose qui était scalable et adapté à tous les types de marques. Et donc, finalement, on a écrit aucune ligne de code et fait aucun développement sans des choses qu'on avait pu vérifier auprès des clients. Et ça, je pense que pour n'importe quel produit logiciel, c'est hyper important de commencer de cette manière. Et aujourd'hui, l'équipe représente quoi? Et je sais pas, ça fait 2 ans, c'est ça que vous êtes lancé? Ouais, exactement. Aujourd'hui, on a une douzaine de personnes avec des freelances et experts additionnels qui gravitent autour de cette équipe. Et on a la moitié de l'équipe qui est sur les sujets produits et tech. D'accord. Avant de vous lancer, j'imagine que vous avez fait un petit état des lieux, j'allais dire concurrentiel, mais tout simplement d'abord de maturité des sujets de traçabilité au sein des marques, donc potentiel de marché, et puis effectivement les solutions à disposition, parce que vous avez un fonctionnement hyper spécifique, c'est un outil SaaS et c'est vraiment fabriqué comme un logiciel de compta, mais tous les acteurs de la traçabilité ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, est-ce que tu peux nous parler à la fois de la maturité des marques et puis des solutions existantes? Ouais. Donc la maturité des marques, en fait, aujourd'hui, on voit des situations assez variables d'une entreprise à l'autre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que on voit, là, c'est assez impressionnant de voir la maturité des marques par rapport à il y a ne serait-ce qu'un an. En fait, aujourd'hui, ce qui change, c'est que la plupart des marques à qui on parle ont globalement soit fait des pilotes avec d'autres solutions, soit essayé de faire ce travail de traçabilité en interne. C'est des choses dont elles peuvent revenir dans certains cas. Mais en tout cas, il y a en
va dire que les marques se sont frottées au problème un peu plus concrètement qu'il y a ne serait-ce qu'un an, 18 mois. Ils ont vu l'ampleur de la tâche. Exactement. Ensuite, pour peut-être détailler un petit peu les différentes approches qu'il peut y avoir. Donc la première approche, ce que je disais, c'est essayer de le faire en interne et développer des systèmes, produits, automatisation en interne. Ça, l'avantage pour les marques, c'est que globalement, ça va évidemment répondre 100% à leurs contraintes métiers, leurs besoins. Le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux en temps et en argent, que ça va pas nécessairement permettre de faire en sorte que le système et le process soient interopérables avec d'autres acteurs, d'autres réglementations qui pourraient entrer en vigueur, etc. Et surtout, il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est qu'une solution comme la nôtre va prendre en compte les changements réglementaires. Et en fait, avoir une solution préparée en interne, ça impose à la marque de faire une veille réglementaire assez poussée, ce qui peut être coûteux et puis surtout stressant en termes de charge mentale. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, il y a une deuxième approche qu'on voit avec certains acteurs qui va être plutôt d'externaliser la traçabilité. Donc une démarche un petit peu plus de service. Ça, et notamment il y a quelques années, ça séduisait pas mal les marques dans le sens où elles se disent en fait, pas besoin d'avoir pas besoin d'avoir des ressources en interne allouées à ça. Le problème semble être réglé. En fait, le souci, c'est que globalement, les marques ne vont pas pouvoir avoir une visibilité en temps réel sur leurs données, ne vont pas pouvoir être propriétaires de la donnée. Et puis, il y en a un deuxième, c'est que finalement, quand on externalise le sujet, ça coûte quand même assez cher. Et donc, c'est difficile de le scaler à toutes les références produits. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de marques qui reviennent de cette approche en se disant « Ah ben mince, peut-être qu'effectivement, c'est un sujet qu'il faut prendre un petit peu plus chez nous ». Et donc, ça nous amène vers la dernière approche qui est celle de Trace for Good, qui va être d'offrir les outils adéquats aux marques pour internaliser ce processus de traçabilité. Et les deux bénéfices principaux, ça va être d'avoir cette visibilité en temps réel sur les informations et surtout d'en rester propriétaire et ensuite de pouvoir l'analyser et l'utiliser comme les marques le souhaitent. Ok, alors je te propose qu'on rentre dans le concret. Et peut-être pour l'illustrer au mieux, on partirait d'un case study, tu vois, avec type d'envergure de marque, donc un ou deux exemples en fonction de ce que tu as raconté du potentiel de la solution. Donc on a parlé de la typologie d'outils, donc il y a un software as a service. Est-ce que ça fonctionne déjà, parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même les mathématiques qui comptent. Est-ce que ça fonctionne en achat définitif, en licence, tu vois, mensuelle, par taille d'équipe? Enfin, comment vous définissez le pricing? Oui, donc effectivement, nous, on vend un produit SaaS, donc les marques nous payent un abonnement pour avoir accès à la solution. Tu parlais de paiement mensuel. Ça dépend des contrats avec les marques, que ce soit paiement mensuel, annuel, ça change pas trop. Ouais. En revanche, ce qui impacte le pricing, ça va être les modules choisis par la marque. On fait pas exactement la même chose pour chaque client. Forcément, si on fait, par exemple, la communication, ça va coûter plus cher que simplement la partie collecte, analyse de données. Ensuite, ce qui va faire évoluer le pricing, c'est le nombre de références produits et puis le nombre d'utilisateurs chez la marque aussi. Et quand tu dis nombre d'utilisateurs chez la marque, c'est y compris les parties prenantes externes? Non. D'accord. Et vraiment le nombre d'utilisateurs chez la marque cliente. Ok. Ça ne prend pas en compte le nombre de fournisseurs derrière qui va être amené à collaborer sur l'outil. D'accord. On va revenir sur la question de la responsabilité des data un tout petit peu après. Quelle est la promesse? Tu vois, à quoi moi je peux m'attendre? Admettons, je suis une marque qui fait 60 millions de chiffre d'affaires, j'ai 300 références à faire tracer. Est-ce que tu procèdes par collection? Est-ce que c'est par produit, par typologie de produit? Et qu'est-ce que vous offrez aussi comme profondeur de rang? Et dans quel délai? Globalement, tu vois, si tu dois me séduire pour acheter ton produit, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on va vraiment s'adapter aux besoins et aux objectifs et à la maturité de nos clients. Donc, avec certains clients, on va faire de la traçabilité au niveau de la référence produit couleur, donc du SKU. Avec d'autres, on va aller plus loin en faisant de la traçabilité au niveau du bon de commande. Donc, tu vas avoir plusieurs chaînes de traçabilité pour le même produit parce qu'il peut avoir fait l'objet de multi-sourcing ou de réassort, par exemple. Et donc, elles veulent pour chaque passage de commande une vision très claire et précise de leur chaîne de valeur. Okay. Ensuite, pour ce qui est des délais, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est
très variable d'une marque à une autre. On a des marques qui, dès les premiers échanges et premiers processus de traçabilité via notre plateforme avec leurs fournisseurs, arrivent à avoir une traçabilité jusqu'à la filature, voire à la matière première pour quasiment toutes leurs références produits, et d'autres pour lesquelles il va falloir un petit peu plus de pédagogie auprès de leurs fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ce travail a été fait, finalement, la marque est capable de se dire « Ok, aujourd'hui, on en est là. Et demain, où est-ce qu'on veut être ?» et se fixer des objectifs. C'est quand même ça, en fait, le plus important, c'est la progression. Pour parler délai un petit peu plus concret, en fait, aujourd'hui, la seule obligation véritable des marques, c'est la loi AGEC. Et c'est donc de remonter jusqu'au, on va dire, rang 2 ou 3 de traçabilité. Il y a 3 étapes, en fait, qui sont obligatoires. Dans le textile, ça va être la confection, le pays de tissage-tricotage et le pays de teinture en noblissement. Donc ça, aujourd'hui, quand on parle de délai de mise en conformité loi AGEC, on va être autour de 4 à 5 semaines en moyenne pour nos clients. Ok. Et donc, à partir de là, donc si on démarre une collaboration, comment se passe, tu vois, un onboarding? Peut-être que tu peux nous donner, si tu peux citer des noms de marques avec lesquelles tu bosses, ou des franges, on va dire, en termes de volume de CA. Tu vois, au sein des équipes, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous faites un briefing de départ et une prise en main de l'outil, en fait, parce que c'est un dashboard, c'est un logiciel. Ouais, peut-être commencer par là. Ouais. Donc ça, ce que je veux dire, c'est assez générique parce que ça se passe toujours de la même manière pour tous nos clients. Mais effectivement, on commence toujours par un onboarding où globalement, on va mettre dans une salle pas mal de métiers différents au niveau de la marque. Donc, il va y avoir la personne ou l'équipe en charge qui est chef de projet de ce processus de traçabilité. Donc, souvent, ça va être la RSE ou la production qualité. Parfois, c'est les deux mêmes casquettes pour une personne. Ensuite, on va évidemment avoir les personnes de la DSI, donc, qui sont responsables de l'informatique. Et puis souvent aussi le marketing, pas mal de membres c'est plutôt C-level, direction, qui sont aussi souvent onboardés, on va dire, dans ce process et qui portent le sujet. Ça va souvent de pair avec le fait de l'internaliser. En fait, c'est un projet qui est commun. Et puis souvent, il y a le marketing aussi qui fait partie de ces discussions. Et on va mettre en place, en fait, le bon processus de data gouvernance par rapport aux activités de l'entreprise et à ses objectifs. Et on va pouvoir déterminer pendant cette réunion quel est le flux de données idéal vers lequel on tend et comment on monte on va dire en puissance sur l'automatisation de tout ce flux-là. Et puis une fois que c'est décidé, on commence la partie échange de données et puis les requêtes de traçabilité sont automatiquement ensuite à partir de notre plateforme. Donc, si je comprends bien, tu as une prise en main globale d'équipe. Évidemment, on comprend très bien l'intérêt de l'implication du marketing pour la communication, ensuite la restitution des informations auprès des consommateurs finaux ou de la RSE pour le reporting, etc. Mais de fait, qui est responsable d'implémenter les données? Tu vois, comment est-ce que moi, j'administre telle ou telle fonction supplémentaire? Est-ce que c'est au design? Est-ce que c'est aux achats? Et même question pour les parties prenantes, parce que, et peut-être tu peux nous expliquer comment ça se passe, il faut les rentrer initialement à la main, ces données-là? Alors, il n'y a pas vraiment de données rentrées à la main. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent des données qui existent. En fait, il y a 3 types de données que nous, on va prendre en input dans notre solution. Il y a les données d'identification du produit. On a besoin que chaque acteur sur la chaîne sache de quel produit ou quel composant on parle. Ensuite, il va y avoir la nomenclature du produit, donc la composition détaillée. Ça va dépendre de la marque. On peut très bien se dire qu'on veut faire de la traçabilité sur la matière principale ou de manière plus poussée. Typiquement, donc on travaille avec Jonac qui fait de la chaussure en cuir. Pour Jonac, on trace à chaque fois 4 composants. La tige, donc en cuir, la semelle intérieure, la semelle extérieure et la doublure. Donc c'est très normé, les fichiers et les datas qu'on s'échange, ça va toujours reprendre ces 4 composants. Et ensuite, on va avoir besoin d'informations, d'un contact en fait chez le premier fournisseur connu de la marque pour qu'on puisse, il faut qu'on ait quelqu'un à qui envoyer ces requêtes de traçabilité. Donc c'est globalement des données qui existent, on va dire quelqu'un les connaît chez la marque et le but c'est de les aider à mettre en place
une remontée systématique sur un seul fichier de toutes ces informations. Et c'est pour ça que souvent, c'est plutôt des sujets de paramétrage de leur système d'information, donc leur ERP ou leur PLM, avec des extracts qui vont se faire automatiquement et se déposer souvent sur des fichiers SFTP, donc une sorte de drive sécurisé, où nous, tout va se faire automatiquement et on va détecter quand il y a des nouvelles données pour les intégrer. Alors, côté marque, c'est assez limpide en termes de fonctionnement. Maintenant, dans une industrie où les chaînes de valeur sont hyper morcelées et où tu as un nombre de rangs assez conséquent, comment est-ce que tu t'organises avec les parties prenantes externes de ta chaîne de valeur en tant que marque? Qui est-ce qui est responsable de fournir les données et de contacter ces parties prenantes? Oui, donc effectivement, on a parlé du process pour les marques. Quand on ingère de la nouvelle information qui vient des marques, nous, on va automatiquement envoyer des requêtes de traçabilité aux fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on demande un contact à la marque. Et finalement, l'expérience pour les fournisseurs, ça va être assez similaire à toi quand tu signes un document via un outil de signature électronique. Donc, le fournisseur va recevoir un mail avec un lien sécurisé qui l'amène vers un portail de traçabilité sur lequel on va lui dire OK, qui est ton fournisseur pour ce composant, upload tel ou tel certificat. Dans ce process, il va nous renseigner ses fournisseurs à lui. Et quand il valide l'information, on va automatiquement transférer la requête au fournisseur de rang suivant. Et c'est comme ça, avec ce fonctionnement récursif en cascade, qu'on va pouvoir remonter les différents rangs. Et qui est-ce qui est responsable du coup de la véracité des informations qui est rentrée à un moment donné? Donc, je pense que c'est important de différencier cohérence et fiabilité de véracité. Nous, on est une solution qui offre un outil logiciel aux marques. Donc, on va être responsable de faire toute l'aide, donc les contrôles de cohérence, le fait de récupérer des données qui sont sous un format standardisé, le fait de pouvoir extraire automatiquement de la donnée des certificats, de détecter qu'il y a une date d'expiration qui est passée. Ça, c'est toutes les choses que nous, on va faire en tant que fournisseur d'une solution tech. Et donc ça va servir la fiabilité et la cohérence de l'information. Et c'est à ne pas confondre avec des contrôles de véracité de l'information, c'est-à-dire, oui, cette information, c'est vraiment ça qui s'est passé. Je fais souvent le parallèle, en fait, entre notre solution et un logiciel de comptabilité, et notamment la différence entre un logiciel de comptabilité et un comptable. Donc, en gros, le logiciel de comptabilité va relier automatiquement les bonnes transactions financières à la bonne facture. Et finalement, nous, on est un peu un logiciel de comptabilité, mais pour de la comptabilité extra-financière, on va relier la bonne information, le bon de commande, le bon certificat à une référence produit. En revanche, si on reprend l'exemple de la comptabilité, c'est le comptable qui va venir apposer un tampon et dire la donnée est vérifiée et j'ai produit ces comptes. Et nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire vu notre position de développeur d'outils logiciels. En revanche, c'est pour ça qu'on se rapproche d'acteurs comme les certificateurs qui, eux, vont avoir ce pouvoir de vérifier et d'attester de la véracité de la donnée. Ok, donc d'après ce que j'entends, il y a plein de choses super intéressantes, mais je voudrais quand même revenir sur cette notion d'automatisation et d'industrialisation, parce que souvent quand tu parles de traça, on a l'impression que c'est hyper chronophage, des processus longs, itératifs pour chacune des collections, chacun des produits. Là, d'après ce que tu me dis, une fois qu'on a fait un gros travail de rentrer ces données, évidemment c'est facilité si tu as des fournisseurs qui changent pas tous les matins et que tu connais un peu ta chaîne de valeur et que tu travailles avec elle de façon fidèle, mais globalement c'est un peu exponentiel la facilité d'usage et de restitution des données avec le temps. Oui, effectivement, on voit une grosse différence entre les premières requêtes auprès des fournisseurs et la montée en puissance, comme tu le dis, et puis les collections qui suivent. Et puis, je pense que de toute façon, ça suit aussi ce que je décrivais, la maturité des marques. En fait, on voit que c'est aussi le cas chez les fournisseurs, avec même des confectionneurs qui maintenant nous contactent pour se doter de solutions de traçabilité. Et donc, effectivement, pour revenir sur ton point, en quoi on automatise et on permet d'industrialiser la traçabilité, l'automatisation, elle vient de plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que cette ingestion de la donnée et ce passage des systèmes et des process internes de la marque vers notre solution, je l'ai décrit, en fait, ça peut être totalement automatisé et ne nécessiter aucun travail humain.
Ensuite, il y a le sujet un peu préparation, traitement et détection de la donnée de manière automatique. Nous, typiquement, aujourd'hui, quand on va ingérer de l'information, on va détecter le fait que tel composant soit du cuir ou du textile. Je prends un exemple simple, mais si on détecte que c'est du cuir, en fait, les informations qu'on va demander, ça va être quelle est la tannerie et de quel abattoir venait la peau. Si on détecte que c'est du textile, on va plutôt demander quelle est la filature et d'où vient la matière première. Et donc, on va vraiment avoir ces automatisations et ces arbres de décision en fonction de ce qu'on détecte. Et ensuite, il y a aussi le côté automatisation grâce aux paramètres qui ont été choisis par nos clients. Typiquement, aujourd'hui, je peux vous donner 2 exemples. On travaille avec Jonac, qui fait donc de la chaussure en cuir. Et le but, eux, c'est de se mettre en conformité avec la loi AGEC et de récolter systématiquement les certificats Leather Working Group, parce que c'est le standard qui fait sens par rapport au type de matière et de produits qu'ils développent. Et ensuite, on travaille avec une marque comme Fusalp, qui va chercher aussi à se mettre en conformité avec la loi AGEC, à préparer aussi tout ce qui est l'UFLPA aux États-Unis dont on parlait, et puis qui souhaite réaliser son bilan carbone via un de nos partenaires. Et donc pour eux, on va récolter des données différentes. Et pour les certificats, c'est pas du Leather Working Group qui est pertinent, mais c'est plutôt du RWS, Recycled Wool Standards, ou du RDS, Recycled Down Standards, dans leur cas, vu les produits qu'ils développent. Ouais, donc en fait, grâce à la data de qualité, tu as un espèce de cercle vertueux en matière de traçabilité, mais d'impact, parce que j'imagine aussi qu'en fonction de tes résultats et de tes points de vigilance sur la traçabilité qui est parfaite ou imparfaite, tu peux faire des recommandations d'amélioration dont tu parlais au début aux marques en disant attention, sur la prochaine collection, tel ou tel paramètre, on peut vous suggérer de le travailler avec une boîte qui fait de la CV, une boîte qui fait du design de collection, etc., avec une valence plus éco-responsable. Oui, alors nous, on va effectivement mettre en place le système pour que la marque puisse, on va dire, suivre ça. Ouais. Donc, on va avoir une fonctionnalité de mesure du risque fournisseur, avec des alertes aussi quand on sent qu'il y a des fournisseurs qui sont un peu plus à risque que d'autres, notamment vu les contraintes qu'il y a avec le FLPA dont on parlait tout à l'heure. Et on va pouvoir aussi, nous on intègre EcoBalise, qui est un outil d'analyse de cycle de vie open source qui est développé par le ministère de la Transition écologique et qui permet en gros de faire des analyses de scénarios et de se dire, ok, tel produit, si je change le pays de confection ou si je change un petit peu la composition, quel est l'impact sur mon produit. Donc on va permettre aux marques de le faire depuis notre plateforme. En revanche, on ne va pas donner de conseils précis sur pour améliorer de temps l'impact de ta collection, alors il faut faire ces choix. Effectivement, ça va être plutôt ça des entreprises qui font du calcul d'impact, du bilan carbone, qui vont donner ce genre de recommandations. Et on a pas mal de partenaires qui font ça. Donc, c'est des insights et tu gardes, toi, ta verticalité, ta spécificité, qui est vraiment un tout autre métier. Exactement. Du coup, j'allais te demander, finalement, donc, vu que la marque est propriétaire de la data, en dehors de cette restitution et de cette mise en conformité, est-ce qu'il y a d'autres usages, tu vois, et est-ce qu'il y a des avantages, d'autres avantages extra-financiers que tu penses pouvoir offrir aux marques avec Trace for Good? Donc globalement, il y a 3 usages en fait de la donnée avec notre solution et 3 raisons pour lesquelles les marques nous utilisent. La première, ça va être de pouvoir mesurer et réduire les risques sur les chaînes de production, ce dont on parlait à l'instant. La deuxième, ça va être de pouvoir se mettre en conformité avec les différentes réglementations. Et la troisième, de pouvoir apporter plus de transparence aux consommateurs et surtout d'effectuer des allégations sociales et environnementales fondées sur des données et des documents qui sont vérifiables. Et donc de ne pas faire de greenwashing. Ok. Et ça, la restitution de l'information, tu vois, elle se fait sous quelle forme? Et je pense notamment au potentiel de communication, parce que tu parlais au tout début de l'épisode de la montée aussi en puissance des requêtes consommateurs au sujet de la transparence et une volonté de mieux consommer. Comment, en tant que marque, moi, je peux utiliser tes données? Est-ce que vous accompagnez aussi peut-être à une signalétique, à un nouveau branding, à une formation des équipes de vente dans les boutiques pour mettre en place aussi cette communication autour du service?
Ouais. Donc, nous, la brique communication, c'est une brique qui est... c'est un module. Donc, certaines marques le prennent, certaines ne le prennent pas. Donc, typiquement, si je reprends l'exemple de Fusalp et Jonac, Fusalp le traite en interne. Donc, on va récupérer, enrichir la donnée et ensuite la refaire basculer dans leur système d'information. Dans le cadre de Jonac, aujourd'hui, sur tous leurs produits, vous pouvez retrouver nos fiches produits, et qui sont non seulement adaptés en termes d'attributs produits qu'on va traquer. On parlait des certificats Leather Working Group, d'une traçabilité qui est faite au niveau de 4 composants de chaque produit, mais on va aussi pouvoir brander la fiche produit à leur image, que ce soit au niveau des couleurs, du logo, mais aussi au niveau du fond, sur l'information qui y est décrite. Et Jonac a souhaité ajouter certaines informations sur la chaîne de traçabilité du cuir, parce qu'évidemment, on ne travaille pas du cuir et de la chaussure comme on travaille des t-shirts. Et donc, c'est important aussi d'éduquer les consommateurs et d'ajouter des informations sur les contraintes opérationnelles qui sont celles de Jonac quand ils font de la chaussure en cuir. Je ne sais pas s'il est open source, mais je crois qu'il y a un webinaire que vous avez fait avec la marque sur un retour d'expérience qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode si ça intéresse les gens. Pour conclure, est-ce que tu peux nous parler des next steps de l'entreprise, tu vois, de quels clients vous rêvez, et puis de la vie aussi d'équipe. J'imagine que peut-être vous recrutez et que vous avez des ambitions que tu peux nous partager. Oui. Donc, en termes de clients, d'ambition, en fait, nous, on est vraiment entreprise à mission et notre raison d'être, c'est de permettre de généraliser la traçabilité aux biens de grande consommation pour pouvoir généraliser ce suivi des indicateurs socio-environnementaux. Donc, j'ai moins d'envie de signer tel ou tel client que de dire, globalement, je multiplie le nombre de produits qui ont fait l'objet d'un processus de traçabilité aussi poussé. Donc, c'est vraiment notre impact, nous, on évolue sur le nombre de produits qui sont adressés. Sur les développements futurs, nous, le but, ça va être d'investir énormément dans le produit. Bon, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et qu'on veut continuer à faire. On a un produit qui est très ergonomique, facile à utiliser. Et le but, c'est de rendre facile ce processus de collecte de données. Tant que c'est pas simple et que ça reste pas facile, tant que c'est pénible, ça sera pas fait correctement. Et donc, le but, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, alors que c'est un mot dont on entend beaucoup parler. Et le but, c'est pas de faire de la tech pour la tech, mais la réalité, c'est que les pain points sur ce sujet de traçabilité, ça va être de nettoyer de la donnée, de la préparer, de l'analyser. Donc, si on peut automatiser ça au maximum, que ce soit du côté des marques comme du nôtre, on va pouvoir proposer un service qui est encore plus efficace. Super. Tu voulais rajouter quelque chose? Et j'allais dire, pour le développement 2024, je pense que ce qui est intéressant, c'est que on a parlé des différentes réglementations. En fait, le dénominateur commun pour toutes ces lois, ça va être le besoin de traçabilité. Et donc aujourd'hui, on a un produit qui, sans développement supplémentaire, est facilement commercialisable à l'étranger. Et donc ça fait partie de nos objectifs pour 2024, de signer des clients à l'étranger. J'allais te proposer de te rapprocher de la cellule française de l'OCDE qui vient de faire une saisine contre Chine pour l'expertise détaillée de la traçabilité sur sa chaîne de valeur. Il y a un gros potentiel de marché, mais il y a énormément de taf. Merci beaucoup Léa, hyper cool, on va suivre tout ça avec attention. Ça met du baume au cœur pour le futur de l'industrie. Merci Victoire. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.